juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg ñun xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. Jeudi 27 août 2019, il est 22h à Guiroyero Bokar et à Tankonto Escale, c'est dans le département de Kolda. Le journal. C'est une décharge électrique qui a provoqué la mort des 2 détenus de la prison de Rebeuss. Le médecin légiste a révélé les résultats de l'autopsie sur les corps de Cheikh Ndiaye et de Babacar Mané. Les détails du certificat de genre de mort dans ce journal. Le fleuve Sénégal submerge plusieurs villages de Bakel. Inquiétude totale chez les populations désemparées. Le président du conseil départemental appelle au secours et réclame un plan Orsec pour sortir des inondations. Un mémorandum contre 40 usines de farine de prison de poissons en Afrique de l'Ouest. L'ONG Greenpeace et d'autres acteurs de la pêche réclament leur fermeture pure et simple. 8 sont installés au Sénégal avec comme conséquence insécurité alimentaire, chômage et pollution. Virgil van Dijk, meilleur joueur européen de l'année. Le défenseur néerlandais de Liverpool tacle Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Son coéquipier Sadio Mané élu deuxième meilleur attaquant en Europe. Le Sénégalais classé juste derrière Lionel Messi. Le tirage au sort de la compétition dans la page des sports d'Amadou Sabarba. Le tour du web, Abdoulaye Diop. Nous serons dans le quartier vert de Youssouf Bodjan. Bonne santé, Nafissatou Silla. La chronique du jeudi, Abdoulaye Ndiaye. L'invité du soir, Amadou Kamara, directeur général de Miferso, la société des mines de fer du Sénégal oriental. Entretien avec Seyd Nourouba sur l'exploitation du fer de la Falémé. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. Mamadou Amar Ndione. À la présentation, à la technique, Amady Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Affaire des 2 détenus de Rebeuss. L'autopsie confirme la mort de Cheikh Ndiaye et de Babacar Mané par électrocution. Les victimes seront remises aux parents après approbation des enquêteurs. Jo Maroun. Les circonstances de la mort de Cheikh Ndiaye et de Babacar Mané à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss sont connues. Les 2 détenus de la chambre 11 sont morts d'une crise cardiaque par électrocution. C'est ce que révèle l'autopsie. Le certificat de genre de mort indique des lésions de brûlures électriques au cerveau et à l'épaule droite, entre autres. Les corps des victimes seront remis aux parents après approbation des enquêteurs pour l'organisation des funérailles. Des sources précisent toutefois que les enquêtes de la police, de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, de la division inspection des services pénitentiaires de la direction de l'administration pénitentiaire se poursuivent. La mort de ces 2 détenus a été rendue publique mercredi dans un communiqué de l'administration pénitentiaire. Cheikh Ndiaye et Babacar Mané sont morts mardi. Le drame avait suscité l'indignation générale chez les organisations de défense des droits de l'homme, notamment la RADDHO, la LSDH, Amnesty International, section Sénégal, qui ont exigé toute la lumière. Jean Maron, le journaliste Adama Gaye n'a pas été entendu ce matin comme prévu. Ses avocats pourraient savoir demain la nouvelle date de l'audition de l'activiste sur le fond du dossier. Pourquoi Adama Gaye n'a pas été entendu ce jeudi? Aucune explication pour l'instant selon les conseils. Nous y reviendrons. 900 jours derrière les barreaux, Khalifa Babacar Sall a écrit une lettre dans laquelle il dit être en bonne santé, mais plus que jamais déterminé dans son combat politique. L'ex-maire de Dakar regrette la mort de Ousmane Tanor Dieng et d'Amath Dansokho. Ses sympathisants disent être aussi déterminés jusqu'à sa libération. Et ils l'ont fait savoir à travers une marche pacifique tenue cet après-midi au Marmbo. Voilà 2 ans et quelques mois que Khalifa Ababacar Sall est entre les 4 murs à Rebeuss. Le maire révoqué rassure sur son état de santé. Il remercie et dope ses sympathisants. Gaël Babacar Mbaye, porte-parole des manifestants. C'est 900 jours de détention, je dirais que c'est 900 jours de dignité. Parce qu'aujourd'hui, Khalifa Sall n'a jamais changé son comportement, son mode de vie. Il est toujours resté le même, il est toujours souriant à Rebeuss. Et il salue toutes ces personnes qui aujourd'hui viennent des régions, que ce soit Kaolack, Touba, Tambacounda, ces gens qui aujourd'hui, tous les lundis, sont présents avec lui pour lui témoigner leur soutien de manière générale et leur solidarité. Il salue toutes les autorités politiques, les autorités religieuses, les autorités coutumières et la société civile aussi, ces gens qui aujourd'hui leur témoignent tous les jours de leur solidarité.
solidarité. Et ces gens qui aujourd'hui se décarcassent, ces gens qui ont marché des kilomètres pour sa libération. Dans la dite lettre, Khalifa Ababakar Sall dit être privé de sa liberté. Il se dit plus que jamais déterminé à servir son pays, le Sénégal. L'ex-maire de Dakar regrette la perte d'éminents fils du pays comme Ahmad Dansokho et Ousmane Tanor Dieng. Plusieurs personnalités comme la mairesse de Dakar, Soham El Wardini, Barthélémy Diaz, Cheikh Gueye, Mamadou Diop Decroix, Mokhtar Sourang ont participé à la manifestation de soutien à Khalifa Sall. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. C'est l'une des actualités de cette édition. Le fleuve Sénégal déborde de son lit et crée des inondations à Diawara et dans d'autres localités du département de Bakel. Devant l'ampleur des dégâts, le président du conseil départemental demande aux autorités de déclencher un plan Orsec. La correspondance de Moussa Oumar Gueye. De Kidira à Diawara, en passant par Balou, Arundou et Sénédébou, plusieurs localités sont inondées. Le lit de la Falémé a débordé et la pluie continue de s'abattre au grand malheur des cultivateurs qui, pour la plupart, ont leur périmètre englouti sous les eaux. Dembaka, le président du conseil départemental de Bakel. Situation récurrente aux effets de changement climatique. 2 semaines avant, c'est la catastrophe parce que menace de sécheresse. Et aujourd'hui, c'est l'eau par créer des endiguements. Aujourd'hui, c'est le plan Orsec qui doit être parce que nous sommes à l'alerte rouge totale. L'OMS même est en train de nous donner périodiquement la situation, que les communes soient dotées de moyens de motopompes, intervenir quand il y a des effets comme ça, faire le point avec le ministère de l'Intérieur, comment renforcer et équiper les communes du département. Nous attendons en tout cas du niveau central des interventions vigoureuses. Il y a une chaîne de solidarité qui se déploie dans les villages. Le collège qui devrait certainement recevoir les sinistrés lui-même dans les eaux, des bâtiments même qui sont écroulés, qui sont effondrés. Actuellement, nous sommes sous la pluie. Ça continue un peu partout. Nous allons connaître des situations assez difficiles quand même. Ces localités ne disposent pas d'un réseau d'assainissement fiable pour l'évacuation des eaux pluviales. S'y ajoute que ces collectivités territoriales ne disposent pas de groupes motopompes et de camions pour faire face à cette catastrophe naturelle. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Moussa Omar Gueye, Tossiali a fait la meilleure offre pour l'exploitation du fer de la Falémé. C'est la conviction du directeur général de MIFERSO, la Société des mines de fer du Sénégal oriental. Selon Amadou Camara, depuis 2015, les recherches de partenariat ont été enclenchées. Nous écoutons Amadou Camara avec Seydou Nourouba. Si un contrat devra être signé, il le sera dans les conditions normales et, je dis dans le code minier pour ce qui est du minerai de fer. Et c'est Tossiali qui a fait la meilleure offre dans ce domaine. Jusqu'ici, la meilleure offre que moi j'ai sur mon bureau, c'est l'offre de Tossiali. L'exploitation du minerai de fer à sa transformation dans une unité sidérurgique. C'est un projet que nous avions initié, une première phase de mettre en place une unité sidérurgique en important des billettes et substituer l'importation de ces billettes par la production de billets au Sénégal via le minerai de fer de la Falémé. Donc il y a de fortes chances que le Sénégal signe ce contrat avec Tossiali. C'est un souhait, pour moi, c'est un souhait, c'est mon souhait, moi. C'était à l'instant Amadou Camara, le directeur général de MIFERSO, qui sera l'invité de RFM Soir. Vous l'entendrez beaucoup plus amplement dans l'entretien qu'il a accordé à Seydou Nourouba. Je vous le disais en titre, la fermeture de 40 usines de farine de poisson de la sous-région ouest-africaine. C'est l'exigence de l'ONG Greenpeace et de plusieurs acteurs de la pêche. Parmi ces usines, 8 sont au Sénégal. Elles sont accusées d'être à l'origine de l'insécurité alimentaire, du chômage et de la pollution de l'environnement. Un mémorandum va être déposé au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie. Annonce faite à Mour. Abdourahmane Diallo. Des ONG et acteurs de la pêche demandent la fermeture des usines de farine de poisson du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie. Abdoulaye Ndiaye, chargé de campagne océan à Greenpeace. L'État aussi devrait prendre ses responsabilités parce que c'est lui qui a en charge la sécurité alimentaire des personnes. Aujourd'hui, sans une pêche durable, demain, qu'est-ce qui risque d'arriver à nos populations? On ne va pas attendre que les populations vivent la situation pour dire nous allons tirer la sonnette de là. Nous le tirons aujourd'hui pour montrer à l'État qu'il est mis devant ses responsabilités, qu'il a l'obligation de gérer durablement les ressources et ce n'est pas en gérant durablement les ressources, ce n'est pas en distribuant
des accords, ce n'est pas en distribuant des autorisations de pêche à qui veut qu'on va gérer durablement les... Ces usines de farine de poisson menacent aussi le métier de transformation. Plusieurs femmes risquent de perdre leur emploi. Diabo Diop, secrétaire général du réseau des femmes de la pêche artisanale. Si une femme transformatrice peut acheter une caisse de poisson, par exemple le sardinelle, à 3 000 francs, il y a l'usine qui est à côté de toi qui peut acheter jusqu'à 5 000, 7 000 et voire même ceux qui vendent au niveau des marchés pour la consommation de la population peut acheter la caisse jusqu'à 20 000 francs. Donc si ça continue, les femmes n'auront pas de produits à transformer. Ces ONG et acteurs de la pêche comptent échanger sur la stratégie de lutte contre les usines de farine de poisson. Mais aussi, ils vont déposer un mémorandum auprès des autorités sénégalaises, gambiennes et mauritaniennes. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. 95.8, c'est la fréquence de RFM à Mour. La géolocalisation comme moyen de lutter contre les nombreux accidents en mer. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a présidé un atelier de démonstration de ces appareils de sécurité pour la navigation à haute mer en collaboration avec la Société Technologie, Sécurité et Surveillance. Les pêcheurs artisanaux ont été sensibilisés sur la question à Diamniadio. Abdou Diouf Diagne. Au Sénégal, chaque année, de nombreux pêcheurs perdent la vie en mer. Pour juguler ce phénomène, la Société Technologie, Sécurité et Surveillance a présenté son nouvel appareil de géolocalisation au ministre des Pêches et de l'économie maritime. Selon Aminata Mbengue Ndiaye, cet appareil pourrait constituer une alternative crédible. Premier secteur d'exploitation en 2017 et 2018, la raréfaction croissante des ressources halieutiques entraîne des changements de comportement des acteurs de la pêche qui s'éloignent de plus en plus de nos côtes, augmentant ainsi les risques d'accidents et d'égarements en mer. À cet égard, la géolocalisation pourrait constituer une alternative crédible pour faire face et réduire les pertes en mer. Premier pêcheur à tester cet outil, Moustapha Senghor déclare que cet appareil vient à son heure. Il demande à l'État de les aider en subventionnant ce produit. Qui parle de géolocalisation parle de sécurité en mer. Un problème pendant longtemps que nous avons lancé des appels partout dans le pays pour que vraiment l'État nous vienne en aide sur ce problème-là, qui est le problème de sécurité en mer. Il faut que l'État nous vienne en soutien parce que vraiment, je pense que le pêcheur lui-même ne pourra pas accéder à cet appareil sans l'intervention de l'État. A signaler que cet appareil de géolocalisation a été testé à Mbour, à Saint-Louis et à Kafountine. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Le déguerpissement des commerçants du marché Sandaga prévu demain vendredi 30 août a été reporté jusqu'à moins d'une semaine. C'est pour permettre aux occupants des lieux de rejoindre le site de recasement situé au champ de course. Démolition de cantines dans l'emprise du marché Baraka de Liberté 6 Nord Extension. Les commerçants n'ont que leurs yeux pour pleurer de voir les investissements sombrer. Ils disent ne pas être sommés, chose démentie par la municipalité. Les dommages matériels ont été constatés par notre reporter Koumba Sandian Faye. Vous allez bien, ça va? Très bien. Ils n'ont même pas fait de sommation. Ils sont venus, ils ont commencé à démolir. Au marché Baraka, 6 à Liberté 6 Nord Extension. Juste à côté, un grand bâtiment avec des cantines. Tout ceci doit être démoli. Le Caterpillar est garé juste en face. Mais la dibiterie de Isaka n'est pas épargnée. Un tour d'horloge lui est donné pour évacuer ses bagages du lieu et tout n'a pas été sauvé. Ils sont venus aujourd'hui ce matin. Ils ont me donné 1 heure de temps pour ressortir matériel quoi. Les portes de ces cantines en aluminium déjà désinstallées. La démolition de cette partie du marché prend forme. Mariam Thiam est gérante d'un de ces magasins. La commerçante l'air impuissant de voir son investissement sombrer. Ils sont venus couper l'électricité. J'ai investi énormément d'argent ici. Ils n'ont donné aucune raison pour procéder ainsi. Et la Jugaï se dit surpris de voir la mairie de Sicap Liberté, dirigée par Santi Sen Agne, sortir les commerçants de leur lieu de commerce sans sommation, encore moins de sites de recasement. Pourtant, ils s'acquittent des taxes municipales. Ils devaient nous servir une sommation. Aucun site ne nous est trouvé pour continuer notre commerce. Ils ont vendu le site à un promoteur privé. Le site vendu à un tiers soutient-il? Quoi qu'il en soit, chaque commerçant essaie de sauver ses biens.
Du côté de la municipalité, l'on dément toute idée d'absence de sommation. Cédar Diop est agent municipal. Ils sont tous informés parce que le sous-préfet a installé une commission de recensement. Et dans cette commission, il y a 9 délégués du marché. L'espace libéré devra servir de bureau aux agents en charge du chantier pour la reconstruction du marché Baraka. Il est 22h passé de 14 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Diaoubé. RFM 94.0, la radio en puissance. Fayil va bientôt atteindre l'autosuffisance en riz. Le village de la région de Fatick va exploiter les 800 hectares de terre salée de la vallée de la localité. Ce, grâce au P2RS, le programme de renforcement de la résilience à la sécurité alimentaire au Sahel. Du coup, les 675 riziculteurs du GIE Niortor de Fayil vont exploiter 547 hectares. Aminata Koudjabi. La riziculture est bien pratiquée dans le village de Fayil, situé dans la commune de Diouroup. Cependant, la vallée de Fayil, dans laquelle travaillent plus de 600 producteurs, a été longtemps rongée par la salinité des sols. Une nette amélioration est notée ces dernières années grâce à l'intervention du programme de renforcement de la résilience à la sécurité alimentaire nutritionnelle au Sahel, PDRS. 800 hectares de terre ont été récupérés, dont plus de 500 emblavés pour la riziculture. Mamadou Kamara est le chef d'antenne régional du PDRS. Le problème majeur de la zone, c'était vraiment l'avancée de la salinité. Fayil a été un site de consolidation pour le PDRS, où le PAPIL avait réalisé 3 digues antisel, ce qui nous a permis de récupérer 800 hectares de terre qui étaient affectés par la salinité. Il y a 547 hectares qui sont aujourd'hui emblavés avec diverses variétés, les variétés Nerica, les variétés Sahel, les variétés Orly. Les rendements rizicoles ont été multipliés, permettant ainsi une autonomie alimentaire aux populations de Fayil et environ. Une parcelle de riz donc de cette nature peut sortir minimum 2 tonnes. Avec 500 hectares, donc on peut s'attendre à 1000 tonnes de production de riz, ce qui peut donner une autonomie alimentaire pour les populations de la zone de Fayil. Ngorsar, producteur et membre du GIE Niortor, estime que leur village n'est pas trop loin de l'autosuffisance en riz. On vend du riz chaque année, c'est pas pour la consommation seulement, c'est pour vendre. Parce que l'autosuffisance en riz, c'est pas pour manger seulement, c'est pour vendre. Le programme de renforcement de la résilience à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, PDRS, accompagne également ses producteurs de Fayil dans l'acquisition de bonnes semences et du matériel agricole lourd. Aminato Boudiabi, Fatick RFM. 4 ans ont suffi pour tripler les rendements en mil à Kaolack. Grâce au projet des entreprises du mil, les producteurs sont passés de 600 kg à l'hectare à 1,5 tonne. Performance réalisée dans la période allant de 2014 à 2018. Les agriculteurs satisfaits se disent déterminés à poursuivre les activités. Ibrahim Adjamé. De la production à la transformation jusqu'à la consommation en passant par la commercialisation, le projet des entreprises du mil qui boucle ses 4 années d'existence n'a négligé aucune phase pour la mise en valeur de ce produit céréalier dont les rendements ont considérablement augmenté. Ousseynou Yaye, chargé de communication du PSM. Lorsque le projet démarrait ses activités, les rendements à l'hectare étaient à 600 kg. Avec l'introduction de technologies, ce qu'on appelle nous le CF, l'agriculture de conservation, a permis à nos producteurs d'avoir des rendements qui avoisinent les 1,5 tonne à l'hectare. Donc nous avons triplé la production. Au moins 25 000 producteurs de mil ont bénéficié de l'accompagnement du PSM en termes de formation en transformation du produit et d'appui en matériel. Mamadou Leitindour, président de l'Union des producteurs de mil. On nous a doté aujourd'hui d'infrastructures qui sont là visibles, qu'on appelle des pôles multiservices paysans. Donc aujourd'hui, on est doté quand même de moyens qui nous permettent d'aller de l'avant et c'est aussi pour que ces organisations puissent être autonomes. Le projet arrive ainsi donc à terme après une durée de 4 ans. Il était question de faire le bilan et la restitution des travaux avec les acteurs, les bénéficiaires et les partenaires. Ibrahim Djamé Kaolack, Radio Futur Média. 93.9, la fréquence de RFM à Kaolack, préparatif de la prochaine rentrée scolaire. Le dialogue entre l'État et les syndicats d'enseignants va débuter à partir du mois de septembre prochain. Selon le ministre de l'Éducation nationale,
nationale, le président de la République a déjà désigné une personnalité pour coordonner les concertations. Mamadou Talla a présidé la cérémonie de clôture de la 5e session pré-rentrée organisée par le Haut Conseil du dialogue social. Le voici avec Abdourahmane Diallo à Hambourg. Nous avons des défis immenses. Cette année, beaucoup ont parlé des résultats scolaires au niveau du baccalauréat, au niveau du BFM, au niveau du CFE. Ça nous interpelle en tant qu'enseignants. Et alors pour réussir donc, pour avoir des résultats extrêmement importants, ce que fait, on est obligé en tout cas de travailler dans ces conditions. Ça c'est une première partie de rencontre. Il y en aura également d'autres séminaires. Tout le mois de septembre, nous sommes là en train de préparer pour que ce concept qu'on dit Ubitei, Djangetei, nous pouvons réaliser dans la majeure partie en tout cas de nos écoles. Depuis 2014, nous avons en tout cas dans le cadre de ce dialogue plusieurs ministères qui étaient intéressés, qui étaient directement impliqués. Le travail, l'habitat, l'éducation nationale, etc., finance, tous les ministères, et le Premier ministre assurait le monitoring. Et depuis qu'il n'y a plus de Premier ministre, nous n'avions pas, en tout cas, la désignation n'avait pas été faite. Que maintenant, à l'instant, en tout cas, où je vous parle, je vous dis que maintenant, nous avons quelqu'un qui va gérer ce monitoring et que ça nous permettra d'aller plus vite. Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale, 22h20. Bonsoir à Amadou Sabarba. Bonsoir Mamadou Amar John. RFM Sport. Les sports, c'est d'abord le trophée UEFA. Sadio Mané termine deuxième meilleur attaquant d'Europe. Et c'est dans son compte officiel que l'UEFA a rendu public le nombre de voix obtenues par chaque prétendant après la cérémonie de tirage au sort. Avec 109 points, Sadio Mané se hisse à la deuxième place derrière Lionel Messi, 285 points, et Cristiano Ronaldo qui est troisième meilleur attaquant d'Europe avec 91 points. À noter que le défenseur de Liverpool, Van Dijk, a été nommé meilleur joueur de la saison. Le joueur hollandais était en compétition avec Lionel Messi de Barcelone et Cristiano Ronaldo, Mamadou Amar. Nous poursuivons, Amadou Sabarba, les Jeux africains des Avant U20. cela, parle un peu de ce tirage au sort avec les grosses et les belles affiches. Pour l'édition 2009 et 2020, comme PSG qui va rencontrer le Real Madrid, Liverpool contre Naples. Ablaye Diop nous fait l'économie des compositions de cette Ligue des Champions. Le Liverpool de Sadio Mané est logé dans le groupe E et hérite du Naples de Kalidou Koulibaly, un deuxième duel consécutif entre les deux vice-champions d'Afrique. Comme en phase de poule 2015-2016 et comme en huitième de finale de la saison 2017-2018, le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye retrouve le Real de Madrid en reconstruction cette année. La première place de la poule A sera le suspense de ce groupe. L'autre groupe qui va attirer l'attention est le groupe F que se partage le FC Barcelone en quête du titre qui lui échappe depuis 2015, le Dortmund et l'Inter de Milan, sans doute le groupe de la mort. Lyon et Lille, les deux clubs français respectivement dans les groupes G et H, peuvent espérer une qualification, mais pour les Lillois, ils vont devoir se sublimer pour se hisser en huitième de finale, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 2007. Le champion allemand Bayern Munich est dans le groupe B et hérite d'un client sérieux pour la première place, le finaliste malheureux de la saison dernière, le Tottenham. Dans le groupe C, Manchester City peut bien se réjouir de son tirage. Les champions anglais partagent la poule avec le Shakhtar, Dynamo Zagreb et l'Atalanta. La Juventus de Cristiano Ronaldo devra, elle, se défaire du redoutable Atlético Madrid dans le groupe D. Alexis Sanchez rejoint l'Inter de Milan. Le Chilien a fait son grand retour en Italie sous forme de prêt sans option d'achat dans les rangs de l'Inter Milan. Et c'est Manchester United, désormais son ancien club, qui a donné cette information dans un tweet. Mamadou Amar John. Les Jeux africains maintenant, les U20, le Sénégal remporte la 3e place. Les hommes de Youssoupha Dabo ont pris leur revanche devant les Maliens et enfilent la médaille de bronze après leur élimination en demi-finale de cette compétition par le Burkina Faso, 4 buts à 3 après les tirs au but. Les deux équipes ont fait match nul, 0 but partout à l'issue du temps réglementaire. Toujours les Jeux africains, le Sénégal a encore 2 médailles de bronze sabre hommes par équipe et épée féminine par équipe également. Il faut rappeler que l'escrime est déjà à 3 médailles. Mamadou Amar.
Oui, Amadou Sabarba, les Navétanes maintenant à Fatick, le maire au chevet des ASC. Il s'agit de 43 associations sportives et culturelles et les mouvements de jeunes de la commune de Fatick. 8 500 000, c'est la somme de cette subvention. Ainsi, le maire apporte son soutien pour le bon déroulement des Navétanes. La cérémonie de remise des enveloppes a eu lieu ce matin. Une information de notre correspondante à Fatick, Aminata Goudiaby. Alors, les résultats de la 5e et dernière journée des phases finales de football au stade Chertako Koumé de Linguère. En première heure, Dego de Linguère a battu Zal Saloum de Diourbel par 2-0. En deuxième heure, Saloum Guy de Fatick, Ufan de Kaolack ont fait match nul 0-0 partout. And Defar Ersan de Thiès et Saloum Guy de Fatick sont les deux équipes qualifiées en 8e de finale Mamadou Amar John. Basketball pour terminer, en africain à la tête de la FIBA Monde. Hanan Nyang. Il a été élu à l'unanimité par les 156 fédérations nationales présentes au 20e congrès de la FIBA à Beijing, c'est en Chine. C'est une bonne occasion de faire bouger le basket africain. C'est l'avis de Bamba Kassé, journaliste sportif à l'agence de presse sénégalaise que nous écoutons. C'est une position qui permet donc d'influer sur les orientations majeures de la FIBA. Donc, ce faisant par rapport au retard pris par le continent sur plusieurs volets, je pense que la venue d'Amad Niang peut sonner comme une très belle occasion pour que le basket africain puisse remonter un peu la pente. Mais, il y a un grand mais, rien ne pourra se faire tant que les présidents des fédérations africaines ne vont pas se départir de ce petit complexe-là et œuvrer totalement et en groupe pour le développement du basketball africain. Parce qu'Amad Niang, beau être africain, malien, président de FIBA, il ne peut prendre presque aucune décision. Toutes les décisions se prennent par l'Assemblée générale. Or, à l'Assemblée générale, ce sont les présidents des fédérations africaines qui, habituellement, ne jouent pas leur rôle. De façon triviale, on peut dire qu'ils y vont souvent pour faire du shopping. Donc, j'espère que, comme c'est un des leurs qui est à la tête de l'institution, ils vont changer de fusil d'épaule et se pencher maintenant pour le développement du basketball africain. Amar, c'est la fin de cette page des sports. Mamadou Sabarba, nous avons parlé de football, d'escrime et de basketball. Vous avez été complet. Merci beaucoup. Le tour du web sur RFM. Abdoulaye Diop. Bonsoir et bienvenue. Mort de 2 détenus à la prison de Rebus, les résultats de l'autopsie confirment la version de l'administration pénitentiaire. Le médecin légiste de l'hôpital Aristide Le Dantec a conclu que les 2 prisonniers sont morts à la suite d'une crise cardiaque par électrocution. L'information est à lire sur igfm.sn. Le fer de la Falémé occupe la une de seneweb.com et cette fois-ci, c'est Ahmed Khalifa Niasse qui réagit sur la sortie du leader du PASTEF sur le contrat entre l'État du Sénégal et la société turque Tosyali. Il accuse Pierre Goudiaby Atepa d'être derrière Ousmane Sonko. Elle devait se tenir aujourd'hui l'audition sur le fond du journaliste et activiste Adama Gaye, mais elle n'a pas eu finalement lieu, nous dit igfm.sn, le site du groupe Futur Média qui ajoute que ce face-à-face manqué risque de bouleverser le plan de ses avocats qui avaient prévu de déposer une demande de mise en liberté provisoire après l'interrogatoire. 900 jours de prison, l'ancien maire de Dakar a exprimé sa reconnaissance et son affection à ses soutiens. Un média.sn qui livre quelques passages d'une lettre adressée à ses partisans estime que Khalifa Sall continue de croire à ses ambitions politiques. Il est illusoire de croire de tenter de m'empêcher d'avoir une ambition pour notre pays quand des centaines de milliers, voire des millions de Sénégalais, des moins jeunes aux plus jeunes, portent notre ambition. Nous avons la détermination tenace et je vous réaffirme, vous pouvez compter sur moi pour porter notre ambition commune pour le Sénégal, a-t-il déclaré. Pèlerinage 2019, Leral.net fait savoir que plusieurs Sénégalais ont perdu la vie au lieu saint de l'islam. Certains Sénégalais accusent le déficit d'urgentistes et de réanimateurs, mais aussi une défaillance dans l'accompagnement médical. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale interpellé soutient la thèse de mort naturelle, affirme le site. Hors de nos frontières, RFI.fr informe qu'une fillette de 9 ans a été confirmée positive au virus Ebola jeudi dans le district de Kasese, situé dans le sud-ouest de l'Ouganda, a annoncé le ministère ougandais de la Santé. Du sport, pour terminer, le défenseur central néerlandais de Liverpool, Virgil van Dijk, a reçu ce jeudi le titre de joueur UEFA de l'année. Il devance Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C'est tout pour le tour du web de ce soir. Merci
de l'avoir suivi. Merci Abdoulaye Diop. Nous entrons dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. La propreté dans nos marchés, parlons-en en cette période d'hivernage. La gestion des déchets pose problème dans la plupart des marchés au Sénégal. C'est le cas à Richard Toll où nous retrouvons Mamadou Diagne. L'odeur que dégagent les déchets du marché de Khoumou nous titille les narines juste à l'entrée de l'un des plus grands marchés de Richard Toll. Des déchets composés pour la plupart de sachets en plastique, de restes de légumes et de fruits. À cela, mélangés aux eaux usées qui sont tous déposés dans des cantines inachevées. Une situation qui soulève l'ire des commerçants qui se sentent incapables de résoudre un tel problème. Il y a beaucoup de cantines défectueuses. Ce sont ces cantines qu'on met les ordures. Cause pour laquelle nous n'avons pas de poubelle. Même les voitures qui doivent ramasser les ordures n'accèdent pas au niveau de notre marché. Parce qu'il y a beaucoup de désordre ici. Dans les autres côtés, à côté des Firipéril, on appelle le Fogidjaï, là-bas vous voyez beaucoup de ordures. Toujours est là, le dépôt est là. Ni bac pour évacuer les ordures, ni voiture, ni rien. Des commerçants au bout de leur nerf qui fustigent l'inertie des autorités locales. Selon Vieux-Toul, les commerçants du marché s'acquittent convenablement des taxes et patentes. Non, nous n'avons pas les moyens de le faire. Parce que, donc, comme nous, on paye tous les taxes qu'il faut, nous n'avons pas les moyens de faire des bacs ici pour ramasser le saleté, quoi. Ah, c'est ça, les ordures. Donc, il fallait faire, il n'a pas fait du tout. Il fait mieux, mais pas tout. Ces commerçants n'excluent pas de déposer une demande de marche dans le but de mettre fin à l'insalubrité qui règne dans leur marché depuis des années. Mamadou Diagne, mettre suffisamment de moyens à la disposition des collectivités territoriales pour réussir le pari Sénégal zéro déchet, c'est le plaidoyer du Forum africain des journalistes, son président, le docteur René Massiga Diouf. Moi, je crois que les maires ont fait une description très objective de la situation dans laquelle ils interviennent pour prendre en charge cette problématique. Donc c'est une situation liée un peu à l'absence de moyens appropriés, la question un peu du manque de logistique appropriée, la question des moyens financiers, la question des ressources humaines. Ça c'est important et vraiment c'est des difficultés auxquelles ces mairies sont confrontées. Alors qu'est-ce que ces mairies doivent faire? C'est évident qu'à leur échelle propre c'est un peu très compliqué parce que les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous. Alors à l'échelle communale il y a des actions qui sont entreprises avec des partenariats avec d'autres mairies, d'autres communes étrangères, mais ça reste encore à être affiné et je crois qu'à être élargi. Alors au niveau étatique, peut-être nous en appelons un peu au ministère de l'Environnement et au ministère peut-être du cadre de vie pour que quand même ces structures puissent faire en sorte d'aider ces communes qui n'ont pas assez de ressources, assez de moyens pour pouvoir prendre en charge vraiment cette question. Docteur René Massiga Diouf au micro de Mamadou Diagne à Richard Toll. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction a inscrit de nouvelles espèces sur sa liste rouge. Les détails avec Anna Rocha. La girafe, le requin mako sont entre autres espèces désormais protégées par la CITES qui régit le commerce international d'espèces sauvages. Les 180 États membres se retrouvent tous les 2 ou 3 ans pour amender la liste des espèces sauvages au nombre de 36 000. Un rapport clé de l'ONU a révélé récemment qu'1 million d'espèces étaient menacées d'extinction à cause des activités humaines. L'inscription de nouvelles espèces et l'interdiction du commerce international marquent la reconnaissance de l'urgence selon le secrétaire général de la CITES. Les délégués ont reconnu pour la première fois que le commerce de peau, cornes, sabots et os de girafe constituait une menace pour la survie de l'espèce. Une population qui a diminué en Afrique d'environ 40% en 30 ans. La CITES a aussi interdit le commerce international d'éléphants sauvages d'Afrique pour les mettre en captivité dans des zoos ou des parcs de loisirs. La vente de stocks d'ivoire a également été refusée, une décision qui n'a pas plu à certains pays africains, parmi eux le Zimbabwe qui selon les ONG vend des éléphantos à la Chine. La Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Botswana ont même menacé de se retirer de la CITES. En revanche, les associations qui protègent les animaux ont salué les résultats de cette COP qui, selon elles, a pris des décisions significatives pour l'avenir de milliers d'espèces. Anna Rocha qui referme les portes de Quartier Vert la semaine prochaine. Même heure, même quartier, même planète. Le
ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire. Case de santé et DSDOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Bonne santé, Nafissatou Silla. Bienvenue. On ne cessera jamais de le rappeler, l'abus du tabac est dangereux pour la santé. Une mise en garde valable aussi bien pour le fumeur actif que pour le non-fumeur. Ce dernier est donc victime de tabagisme passif ou secondaire. Cela consiste à inhaler de façon involontaire la fumée de cigarette dégagée par le fumeur assis à vos côtés. Sur ce, le docteur Omar Ba, pneumologue, nous confirme que c'est encore plus dangereux pour le fœtus. C'est des enfants qui vont naître avant l'âge de 9 mois. Et si le fœtus arrive à terme et que la femme accouche, c'est rare qu'elle accouche à terme déjà. Donc même si elle accouche à terme, en général, c'est des nouveau-nés avec un très petit poids de naissance, c'est-à-dire qu'ils sont très petits en termes de poids par rapport à l'âge de la grossesse. Donc c'est des enfants hypotrophes, terme médical on parle d'hypotrophie, et qui ont ce qu'on appelle un retard de croissance intra-utérine, également source d'avortement pour la femme enceinte et fumeuse, mais aussi d'accouchement prématuré. Les méfaits de ce tabagisme secondaire peuvent aussi être source de conséquences sanitaires irréversibles pour l'enfant. Il est très clair que l'enfant qui naît dans des conditions où il y a un tabagisme parental, c'est des enfants qui seront abonnés chez le médecin, chez le pédiatre. C'est des enfants qui vont toujours avoir des infections respiratoires. C'est des enfants qui vont être très fragiles sur le plan de santé, particulièrement sur le plan cardio-respiratoire. Hospitalisation très fréquente. Après avoir insisté sur les dommages collatéraux, le coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac au ministère de la Santé et de l'Action sociale sensibilise. Le tabac est nuisible aussi bien pour la personne qui fume, mais aussi est extrêmement nocif pour son environnement. D'où l'importance de l'interdiction de fumer dans les lieux publics pour éviter justement l'exposition à la fumée secondaire des fumeurs, donc pour la population. Et la femme, pour ne pas fumer, ça il faut aussi qu'on le dise, mais elle peut être victime du tabagisme de son conjoint ou de son mari. Ça revient au même. De la même façon que la maman va fumer, enfumée par son conjoint ou son mari si vous voulez, mais le fœtus aussi va fumer plein pot de la même façon que sa maman. Et pour lutter contre ce tabagisme secondaire et de ses conséquences, il est apposé sur les nouvelles boîtes de cigarettes l'image d'un nouveau-né souffrant de détresse respiratoire, un moyen de rappeler aux fumeurs de tenir compte de son entourage. C'est tout pour Bonne Santé. Rendez-vous à très bientôt et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente santé. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal. La chronique du jeudi signée Abdoulaye Ndiaye. Nous partons en effet d'un constat. Responsables publics, populations et activistes qui élèvent la voix pour dénoncer une situation d'étouffement dans une ville Rufisque. Cela suffit pour indexer les moultes désagréments occasionnés dans cette commune par le tracé du futur train express régional. Et c'est avant tout une communauté de plus de 500 000 âmes qui vit actuellement une mobilité réduite des quartiers du nord à ceux de l'est ou de l'ouest. Cela tient d'un découpage de la ville en deux entités de territoire traversées par l'ouvrage. Dans ces mêmes quartiers où des emprises ont été libérées, on tarde dans la construction de ponts passerelles établissant le passage d'une zone à l'autre. Résultat, c'est un nouveau bouleversement géographique avec comme conséquence un accès difficile de certaines populations aux structures de base situées dans le centre-ville. Écoles, hôpitaux, établissements financiers ou de services pour ne citer que cela. Si l'idée d'un nouveau réseau ferroviaire peut correspondre au besoin de faire du transport de masse et de le projeter dans une modernité urbaine, on ne devra pas pour autant y oublier un préalable, celui de l'inscrire dans un aménagement respectueux de l'environnement physique et humain. À Rufisque, on ne peut pas dire que ce fut le cas. On y est plutôt confronté à une situation d'inconfort avec la fermeture
de voies d'accès traditionnelles menant jusqu'ici aux quartiers de forte densité humaine des communes du Nord ou de l'Est. On n'hésite pas à parler, dans ces localités, de balkanisation géographique par rapport justement au centre-ville, pôle majeur de l'activité économique locale, surtout marchande. Tout cela pour dire que de mémoire de Rufisquois, on n'a jamais autant senti la défiguration d'une commune qui plus est chef-lieu de département. Mieux, ils sont nombreux à prédire, si rien n'est fait, son déclin et la perte de son prestige d'antan. Alors, un réseau ferroviaire, aussi nécessaire soit-il, quel qu'en soit le prix ou le coût social, ne doit pas, par des effets collatéraux, faire perdre à une ville historique comme Rufisque ni son âme, ni sa particularité. RFM, l'invité. 22h39, l'invité de RFM Soir, Amadou Camara, directeur général de MIFERSO, la Société des mines de fer du Sénégal oriental. Il répond aux questions de Seydou Nourouba. Merci à vous, Amadou Marniol, à vous qui nous suivez sur la radio Futur Média. Amadou Camara, merci et bonsoir. Bonsoir. Amadou Camara, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de savoir sur l'affaire de la Falémé, source de polémique ces derniers jours? Ce qu'il faut réellement savoir sur l'affaire de la Falémé, c'est qu'au Sénégal oriental, disons dans la région de Kédougou, dans la partie extrême sud-est, il y a des gisements de fer qui ont été découverts depuis 1933. Et ces gisements de fer ont fait l'objet, de recherches dans les années 50 qui ont prouvé leur intérêt économique. Ce n'est qu'en, 1974 que des recherches plus approfondies ont été réalisées, suivies d'études économiques et financières. Après, la Société des mines de fer du Sénégal oriental, MIFERSO, dont je suis aujourd'hui le directeur général, a été créée pour le développement, la valorisation qui doit déboucher sur l'exploitation de ces mines de fer, qui étaient destinées à l'époque pour l'exportation, à raison à peu près entre, disons, 12 millions pour le premier projet jusqu'à 25 millions pour le projet qui était envisagé par ArcelorMittal. Est-ce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer? Est-ce que du fer a été découvert dans la Falémé? Les études ont prouvé que dans ce district, il y a au moins 750 millions de tonnes de minerais de fer d'excellente qualité, très prisés à travers la sidérurgie mondiale. Les tests ont été faits, dans de grands laboratoires européens et aujourd'hui, jusqu'ici, personne ne les a, contestés. Donc il y a effectivement beaucoup de fer et d'excellente qualité dans la zone de la Falémé, dans les districts miniers ferrifères, dont la licence, la concession est aujourd'hui détenue par MIFERSO, suivant le décret 2015-1385 du 16 septembre 2015. Ousmane Sonko, le patron du parti PASTEF, dit que la société turque Tosyalı serait prête à mettre 510 milliards d'investissements sur 25 ans et qui va en retour gagner 10 185 milliards. Et même si on sait que le contrat n'est pas encore signé, est-ce que ça, c'est des infos qu'il faut confirmer? Bon, je vous renvoie maintenant à je ne sais pas si vous avez suivi l'intervention du directeur général de l'APIX. Hier sur la RTS. Sur la RTS, M. Mountagassi. Donc tout est clair. Ce qui est du fer de la Falémé, je vous dis que jusqu'au moment où je vous parle, comme je l'ai dit hier, rien n'a été signé. Maintenant, c'est un projet sur 2 phases. La première phase, comme l'a dit M. Mountagassi, sera réglée à travers les zones économiques spéciales. Et l'autre partie sera, réglée à travers la législation minière sénégalaise, le code minier de 2016. Clair. Donc, tout ce qui sera fait dans l'intérêt, des Sénégalais. Tout ce qui sera fait le sera par rapport au code minier qui est une loi qui a été votée en 2016. Vous en savez plus que nous, Moussa Amadou Camara. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont manifesté leur intérêt de signer des contrats avec l'État du Sénégal? Mais nous en recevons toujours. Pour vous faire l'historique, je vous ai dit, on a commencé en 1975.
on a fait plusieurs amorces. On a signé aujourd'hui, jusqu'ici, les deux principaux contrats qui ont été signés l'ont été avec Kumba Ressources en juillet 2004 et ArcelorMittal en février 2007. Donc jusqu'au moment où je vous parle, il y a des partenaires qui viennent nous voir. C'est des partenaires chinois, c'est des partenaires européens, c'est des partenaires américains qui viennent nous voir pour nous dire qu'ils sont intéressés par le projet. La concession est divisée aujourd'hui en trois parties. Il y a une partie que l'on appelle la partie sud, il y a une partie, la partie centre et la partie nord. Et chaque partie peut recevoir un partenaire. Et le premier partenaire, c'est sûr, ça n'engage que moi. Le premier partenaire qui vient, s'il fait un certain nombre de types de produits, l'autre partenaire qui va venir va faire autre chose parce que la stratégie, elle est excessivement vaste. Donc si Tosyali vient demain pour faire quelque chose, une autre compagnie pour faire autre chose, une autre compagnie également pour faire autre chose. Ça. Mais quelle est la compagnie qui a le plus manifesté son intérêt à signer ou à s'intéresser aux fers de la Falémé au Sénégal? À ce jour où je vous parle, c'est Tosyali, ce sont les Turcs, à ce jour où je vous parle. Si on exclut les deux partenaires avec qui on était partis en arbitrage, ArcelorMittal et Kumba Ressources, je vous dis, le meilleur, moi je suis à Miferso depuis 1987. Le meilleur, c'est-à-dire la meilleure offre que nous avons reçue jusqu'ici pour la valorisation de ce gisement de fer, c'est l'offre de Tosyali. Et qu'est-ce qui pourrait nous intéresser dans cette offre? Mais disons, dans cette offre, vous savez que nous sommes à l'ère du fast track. C'est une offre qui peut coller bien entendu avec le fast track. Pour le contenu local, n'en parlons pas. Tous les aspects seront couverts. Et c'est un projet structurant qui va créer des milliers et des milliers d'emplois, à terme. C'est un projet structurant qui va mettre le Sénégal sur une rampe pour s'industrialiser. Donc, c'est un projet, disons, l'offre de Tosyali nous permettra, disons, de mettre de manière, laconique, de dire que à l'issue, de la mise à plat de toutes les infrastructures, le Sénégal sera sur une rampe pour son industrialisation. Donc il n'y a pas lieu, monsieur le DG, de s'alarmer, même si le Sénégal arrivait à signer un contrat avec la société Tosyali. S'alarmer pourquoi? S'alarmer pourquoi? Une exploitation minière, demain, elle sera régie par un code minier qui a été voté à l'Assemblée nationale. Le peuple. Donc, toutes les dispositions pour arriver à cette exploitation sont contenues dans le code minier, dans la loi minière sénégalaise. Très bien. Nous sommes avec M. Amadou Camara, directeur général de la Société des mines de fer du Sénégal oriental, la MIFERSO. Alors, M. Camara, est-ce que vous voulez juste dire que rien n'empêche que des entreprises étrangères bien intentionnées de venir comme signer des contrats avec le Sénégal si cela va dans le sens de l'intérêt public? Je vous ai dit que la concession minière aujourd'hui est détenue le permis minier est détenu par MIFERSO, qui a un conseil d'administration. Donc aujourd'hui, si un partenaire vient voir MIFERSO pour dire que nous sommes intéressés par le permis d'exploitation, la concession minière, mais on discute avec lui. On discute avec lui. C'est le code minier qui le permet. On discute bien entendu avec lui. Qu'est-ce qui doit l'empêcher? Je ne vois pas. Il y a un code minier qui dit que si vous voulez faire de la recherche, au Sénégal, qu'est-ce que vous devez faire? De la recherche minière. Si vous devez exploiter, qu'est-ce que vous devez faire? Et qu'est-ce que le Sénégal gagnerait à signer un contrat avec Tosyali? Un projet structurant, création de milliers d'emplois à terme, industrialisation du Sénégal. Et également, on peut également beaucoup parler par rapport au contenu local. Donc, les entreprises, les sous-traitants, les populations, les collectivités locales, les écoles de formation, etc. Donc, il y a
tout, plusieurs aspects rentables qui graviteraient autour de cette exploitation et autour, de ce partenariat avec Tosyali. Très bien. Et ce sera également avec un autre partenaire qui va venir pour dire je veux ce minerai de fer, je veux le transformer sur place. Je veux le rentabiliser sur place, je veux en faire des produits finis, des produits semi-finis. Ce n'est pas même pour Tosyali uniquement, ce sera également pour d'autres. Amadou Camara, la RFM vous remercie pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Madame Arndion, je vous rends la parole. Merci beaucoup à Seydou Nourouba et à son invité Amadou Camara. 22h49, c'est la fin de cette édition. Le rappel des principales lignes qui l'ont constituée. Mamadou Amardio. C'est une décharge électrique qui a provoqué la mort des 2 détenus de la prison de Rebeuss. Le médecin légiste a révélé les résultats de l'autopsie sur les corps de Cheikh Ndiaye et de Babacar Mané. Les détails du certificat de genre de mort dans ce journal. Le fleuve Sénégal submerge plusieurs villages de Bakel. Inquiétude totale chez les populations désemparées. Le président du conseil départemental appelle au secours et réclame un plan Orsec pour sortir des inondations. Un mémorandum contre 40 usines de farine de poisson en Afrique de l'Ouest. L'ONG Greenpeace et d'autres acteurs de la pêche réclament leur fermeture pure et simple. 8 sont installés au Sénégal avec comme conséquence insécurité alimentaire, chômage et pollution. Virgil van Dijk, meilleur joueur européen de l'année. Le défenseur néerlandais de Liverpool tacle Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Son coéquipier Sadio Mané élu 2e meilleur attaquant en Europe. Le Sénégalais classé juste derrière Lionel Messi. Le tirage au sort de la compétition dans la page des sports d'Amadou Sabarba. Le tour du web, Abdoulaye Diop. Nous étions dans le quartier vert de Youssouf Bodian. Bonne santé, Nafissatou Sila, la chronique du jeudi. Abdoulaye Ndiaye, l'invité du soir à l'instant, Amadou Camara, directeur général de MIFERSO, la société des mines de fer du Sénégal oriental. Entretien avec Seydou Nourouba sur l'exploitation du fer de la Falémé.